Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop organisé par Aesio Mutuelle. Nous sommes ravis de prendre part au salon ESSU, le salon de l'économie d'avenir, qui est un rendez-vous important de l'économie régionale, on le sait. Nous allons donc aborder dans le cadre de notre workshop le plan de relance en opportunité pour ESSIser l'économie régionale en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le plan de relance que tout le monde connaît, qui constitue la grande trame de notre actualité économique, porte plusieurs ambitions en termes de résilience économique, de proximité territoriale des activités et d'enjeux à adresser en termes de transition écologique et de partage de la valeur. L'économie sociale et solidaire est tout indiquée pour relever ces enjeux. Et nous verrons avec nos intervenants comment elle y prend déjà part et comment elle peut davantage s'investir dans cette dynamique, notamment à l'appui de la dynamique d'ESSisation qui est promue par Aesio Mutuelle et que nous allons définir plus loin. Pour échanger aujourd'hui, j'accueille nos intervenants. Jean-Baptiste Mougel, directeur de la communication institutionnelle, sociétale et de l'économie sociale et solidaire d'Aesio Mutuelle, David Ekel, le directeur de la CRES-PACA, Daphné Charveria, entrepreneuse au sein de Marseille Solutions, et Jean-Baptiste Ruffac, ambassadeur d'Impact France PACA et cofondateur de l'entreprise sociale Tous en Biclou. Je vais commencer par
te donner la parole, Jean-Baptiste, puisque une trame du titre de notre conférence. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que l'ESSisation de l'économie et comment elle ambitionne de répondre aux besoins des entreprises de l'ESS? Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'on aurait été très heureux, d'être parmi vous, physiquement, à Marseille et de profiter, de pouvoir échanger avec, l'ensemble des acteurs qui font l'économie responsable, sur le territoire. On le fait à distance, c'est bien dommage, mais il y aura, j'imagine, d'autres occasions de venir vous voir. Effectivement, Samira a parlé de l'ESSisation, c'est un concept qui a été développé, par, Aesio Mutuel. Alors pour vous donner un peu quelques informations sur Aesio Mutuel avant de revenir sur le concept de SSisation. Aesio Mutuel aujourd'hui c'est la deuxième mutuelle, de France, hein. On protège à peu près 3 millions de Français. On est présent sur, tout le territoire, national. On est une mutuelle, historique qui est le fruit de regroupements d'autres mutuelles qui étaient présentes, sur, les territoires, et on est une mutuelle qui, protégeons, un grand nombre de salariés de l'économie sociale et solidaire, notamment par notre participation dans les, différentes branches et accords, sur la protection sociale des branches de l'économie sociale et solidaire. On a une direction de l'ESS qui a été créée maintenant, il y a 3 ans, et on participe notamment à un certain nombre de fonds d'investissement, notamment le fonds, ESS, en PACA, et puis, le fonds Noves qui est porté notamment par la Caisse des dépôts. Je me joins aussi aux remerciements, de Samira, par rapport à la CRES, PACA, qui est notre partenaire depuis plusieurs années maintenant et qui, par cette initiative, comme parmi d'autres, participe vraiment au développement de l'économie sociale et solidaire, à la fois, sur le territoire de PACA, mais qui a été souvent un précurseur pour, les autres CRES partout en France, avec un certain nombre d'initiatives qui sont aujourd'hui reprises, sur l'ensemble du territoire. Alors l'ESSisation, c'est un concept effectivement qui est nouveau, qu'on a lancé au mois de novembre dernier. Alors c'était pas pour pouvoir, apporter, une contribution supplémentaire, au large débat, sémantique qu'on peut avoir, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et qui, nous prend beaucoup de temps, de discussion pour savoir, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce que c'est les bons termes ou les mauvais termes? Non, ça partait d'un constat qui est à l'origine lié, à notre métier, qui est, un métier d'assureur, santé. On a travaillé, sur un certain nombre d'études, qui, démontrent, l'efficacité de ce qu'on appelle l'économie plurielle en France. C'est-à-dire, la capacité à avoir, sur un certain nombre de secteurs, des acteurs publics qui participent, des acteurs privés et des acteurs, non lucratifs ou dits de l'économie sociale et solidaire. Et notamment dans le sujet qui nous concerne, la question de la santé, on voit bien que cette économie plurielle où les acteurs de l'économie sociale ont toute leur place avec, même des positions importantes à la fois en termes assurantiels, mais aussi en termes d'établissements de santé notamment, bah, ça a un certain nombre de vertus et notamment si on prend le secteur de la santé, c'est grâce notamment à ce système qu'on est un des secteurs, enfin le pays européen, enfin de l'OCDE qui a le plus faible reste à charge, en termes de dépenses de santé. Et finalement, notre constat était de se dire, bah, ce qui est vrai et cette conception d'économie plurielle, donc qui est pas là pour opposer, l'économie classique, qui est ou, des acteurs publics ou des acteurs de l'économie sociale. On considère que ça a un certain nombre d'externalités, positives et du coup, notre sujet à nous, c'est de se dire: «Bon, il y a des secteurs où l'ESS est présente, historiquement à des positions même parfois dominantes. On parle, notamment du secteur du handicap, du médico-social où l'ESS était historiquement présente, qui aujourd'hui a des enjeux, pour pouvoir maintenir ces positions, avec la digitalisation notamment ou autre. Mais donc du coup, il y a bien une nécessité de continuer à développer dans les secteurs dans lesquels elle est déjà présente, mais surtout, on voit bien aussi que, dans beaucoup de secteurs, l'ESS est peu ou pas présente et que ce phénomène d'ESSisation vise justement à se dire que nous, en termes d'acteurs de l'économie sociale, on doit, participer à aller, irriguer et fertiliser des secteurs où on n'est pas ou peu présente. Je vous prends un exemple qui est parlant et puis après, on pourra, sans doute, regarder une petite vidéo qu'on vous a proposée pour illustrer ce concept. Lorsque, Enercop s'est créé,
donc Enercoop qui est la coopérative sur la question de l'énergie, verte. À la fois, on voit bien que l'économie sociale, cet acteur de l'économie sociale est vraiment, source d'innovation sociale et environnementale et elle apporte une nouvelle contribution sur, des besoins sociétaux, économiques et environnementaux, mais aussi, hem, qu'elle apporte, qu'elle a plus que beaucoup d'autres identifié des nouveaux besoins de consommateurs et elle crée une offre qui répond à ces nouveaux besoins de consommateurs. Et en faisant ça, elle participe aussi à faire évoluer le secteur de l'énergie qui était jusqu'alors dominé par, très, très peu d'acteurs et des acteurs privés non lucratifs. Et qu'en se positionnant sur ce marché, sur cette électricité, verte quelque part, on voit bien aussi qu'elle a participé à faire que les grands acteurs de l'économie, classique, finalement, se verdissent et aujourd'hui proposent aussi des offres qui sont certainement, moins performantes que celles d'Enercoop d'un point de vue de leur impact, mais qui, vont vers une solution de progrès. Donc l'ESSisation, c'est ça, c'est se dire comment on peut mettre le paquet pour faire que l'ESS soit à la fois présente et continue à être présente dans des secteurs où elle est déjà présente, mais aussi qu'elle participe à irriguer et à faire évoluer, par ses capacités d'innovation, par ses capacités à se projeter dans l'avenir, par des capacités à développer des nouveaux modèles économiques, à se projeter dans l'avenir en irriguant de nouveaux secteurs et en faisant bouger l'écosystème des acteurs publics, des acteurs, privés, là où elle était peu ou pas, présente. D'où ce terme, ESSisation. On a fait une conférence, au mois de novembre et la ministre s'est engagée à essayer d'ESSiser Bercy, donc c'est aussi, une bonne nouvelle. Mais en tout cas, nous on a tout de suite considéré que dans le momentum dans lequel on est, c'est-à-dire, une crise, sanitaire, une crise, écologique, une crise aussi, démographique et une crise, enfin voilà, un certain nombre de crises qui créent beaucoup de bouleversements, dans notre société. L'ESS est bien entendu une réponse et qu'il y a une opportunité et cette opportunité, c'est, la question du plan de relance puisqu'il y a à peu près 100 milliards qui sont débloqués, pour justement préparer la France de demain, et notamment d'un point de vue, économique et social et environnemental et que les acteurs de l'ESS doivent s'en saisir. Et c'est pour ça qu'avec la CRESPACA, la CRESPACA et French Impact notamment, on a monté un dispositif à la fois national et local, puisque la région PACA est le premier territoire à bénéficier de ces accompagnements, pour se dire: «Ne loupons pas l'opportunité, de ce plan de relance qui peut être un accélérateur pour l'ESS et pour les structures présentes sur les territoires». Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que j'ai presque dépassé mon temps de parole, mais par contre, pour illustrer cette notion de SSisation et puis, nous faire un peu rêver, dans cette capacité transformatrice de l'économie sociale qui nous guide tous aujourd'hui, je pense, on va, vous présenter une petite vidéo, sur, voilà, un acteur coopératif pour le coup, qui, veut transformer, un secteur qui est le secteur du transport, qui a un certain nombre de problématiques, en ouvrant, voilà des nouvelles lignes ferroviaires, pour, notamment les passagers, sur des territoires qui étaient, jusqu'alors plus desservis, par le rail. Hem Je vous propose qu'on regarde cette petite vidéo. Je vous remercie en tout cas, de participer, à cet atelier. Je remercie aussi, l'ensemble, des intervenants qui vont pouvoir, vous, partager à la fois, leurs connaissances sur la question du plan de relance, mais aussi, leur retour d'expérience sur, comment on ESSise et qu'on peut développer l'ESS sur le territoire. Et puis, voilà, je serai à votre disposition, à la fin de la conférence pour pouvoir, répondre à vos questions si vous en avez. Samira, je te redonne la parole pour pouvoir. Notre objectif, c'est vraiment de venir compléter et d'aller là où la SNCF ou les grands opérateurs ne vont pas et n'iront pas forcément demain, en travaillant sur une offre adaptée au territoire. L'objet, c'est de prendre des parts de marché à la route, d'aller développer des offres qui n'existent pas, qui n'existent plus, et de voir comment on arrive à les rendre économiquement viables. On était une trentaine de sociétaires à l'origine, et aujourd'hui, on est plus de 2300. On a donc des entreprises de divers secteurs qui nous ont rejoints. On a des cabinets d'urbanisme, on a des cabinets d'architectes, on a des acteurs de la mobilité.
On a des associations de défense de ligne, des collectivités locales. Quand vous devenez sociétaire de rail-coop, vous devenez copropriétaire d'un opérateur ferroviaire. Et donc effectivement, vous pouvez vous engager dans la définition d'un certain nombre d'orientations stratégiques et dans une logique de redistribution de la valeur équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société coopérative d'intérêt collectif, c'est à minima 57,5% des bénéfices qui sont générés, qui sont réinvestis dans l'objet social de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 2 grands projets. On a un premier projet qui va démarrer l'an prochain, qui est une ligne de fret entre Figeac et Toulouse, qui va nous permettre de gagner en maturité pour aller vers notre deuxième projet, qui est la réouverture de la ligne voyageurs cette fois-ci, entre Bordeaux et Lyon, à partir de juin 2022. La ligne Bordeaux-Lyon a été fermée en 2014. Donc nous, on a l'ambition effectivement de réouvrir cette ligne, pas simplement pour connecter Bordeaux et Lyon, mais surtout pour connecter tous les territoires intermédiaires aux 2 capitales régionales. C'est un vrai projet d'aménagement du territoire en fait, en co-construisant avec les communes, les citoyens, les entreprises. Dans la commune de Gannat, l'emprise ferroviaire est importante, donc on a un enjeu de réhabilitation de quartier. Dans cette gare, on a aussi une réhabilitation côté fret, parce qu'on a un emplacement qui le permet. Donc le développement du rail, oui, il y a le passager, mais nous on a un objectif fret transporteur sur le côté du territoire communautaire et la gare de Gannat. Mon principal espoir, c'est que justement ça nous crée un afflux clientèle, alors tout du moins du passage, du tourisme. Le rail-coop fait partie des éléments qui peuvent aider au développement de l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises de l'économie classique se posent quand même des questions sur justement leur rôle social. Et je pense que l'ESS peut être effectivement très inspirant pour les entreprises de l'économie classique. Le modèle que propose l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui est essentiel pour réconcilier les gens avec la démocratie. Parce qu'il y a besoin de services publics, c'est indéniable. Mais je pense qu'on est passé dans un monde où l'intérêt général ne dépend plus forcément du service public. Et donc on a besoin d'initiatives citoyennes qui viennent en complément de l'action publique. Cette hybridation aujourd'hui est essentielle pour finalement réconcilier les gens avec un certain nombre de services du quotidien. En fait. Voilà pour cette courte vidéo qui illustre concrètement ce qu'est l'ESSisation qu'on est par Aesio Mutuel. J'accueille David Eckel, David, directeur de la Crespaca, que je ne présente pas, et je te remercie avant tout, David, de nous faire le plaisir de participer à notre workshop. J'ai une première question pour planter un petit peu le contexte des ambitions du workshop. Est-ce que tu pourrais nous donner à grands traits ce que sont les grandes réalités économiques de l'ESS en PACA? Oui, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir et des remerciements tout particuliers au groupe Aesio, à la fois pour son soutien au salon, l'organisation de cette table, notre partenariat depuis maintenant plusieurs années. C'est pas simplement des mots en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la visibilité de l'économie sociale et solidaire en France, voire en Europe, repose aussi en partie sur la capacité des grands acteurs économiques de l'ESS à porter l'identité des entreprises de l'ESS, et le groupe Aesio est un acteur de l'économie sociale et solidaire très proactif sur le sujet. Samira, pour répondre à ta question, le paysage des entreprises de l'ESS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est près de 13 000 entreprises, très exactement 10 800 TPE, au sens petite entreprise de 1 à 9 salariés. C'est 2023 PME, au sens européen du terme, c'est-à-dire des entreprises de 10 à 249 salariés. Et c'est 88 grandes entreprises qui, sur le territoire, emploient chacune d'elles plus de 250 salariés. L'ensemble de ces 13 000 entreprises salarient à peu près 163 000 salariés.
soit 13,4% de l'emploi privé. Alors, rien que par ce chiffre, 13,4 de l'emploi salarié privé de la région, on voit combien, en fait, les entreprises de l'ESS représentent une force économique importante du territoire, parce que naturellement, elles produisent de la valeur sociale de par leur activité d'utilité sociale, mais également elles produisent de la valeur économique. Pour notre région, c'est là aussi plus de 7% du PIB. J'aime pas trop cet indicateur dans notre champ, mais il permet les comparaisons avec l'ensemble des autres activités économiques. Et une autre donnée intéressante, parce que elle participe, à mon sens, du sujet de l'après-midi. Sur ces 13 000 entreprises de l'ESS, on a un peu plus de 80% d'entre elles qui ont leur siège en région sud. Ce simple marqueur chiffré pour indiquer ô combien, en fait, nos entreprises de l'ESS, par leur activité de proximité, sont ancrées dans les territoires et donc sont des acteurs importants de l'économie de proximité. Et pour poursuivre dans la description de ce tissu économique que tu nous faisais, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les principales problématiques qui te sont remontées à cet instant par les adhérents de la CRES et comment la CRES ambitionne d'y répondre? Alors, oui, alors, bon, la question est un peu complexe parce qu'elle renvoie à la pluralité du champ de l'ESS par ses formes d'entreprise et par ses secteurs d'activité. Mais on peut déjà introduire le sujet en disant qu'on en est quand même à la troisième vague. La première vague, les entreprises de l'ESS se sont adaptées. Dans la seconde vague, ce qu'on observe, c'est qu'elles ont fait preuve de beaucoup de résilience. Elles ont mobilisé tous les dispositifs publics d'urgence disponibles sur le territoire. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a bénéficié par ailleurs de la mobilisation de la région qui a été très active sur le soutien aux entreprises et qui a pris la décision d'ouvrir en fait tous ces dispositifs de soutien aux entreprises de l'ESS, considérant que les entreprises de l'ESS étaient si elles étaient dans un entrepreneuriat particulier, étaient d'abord des entreprises. La troisième vague qu'on est en train de vivre, c'est un peu, pour certains secteurs d'activité, un grand saut dans l'inconnu. On commence à avoir, ce que nous renvoient les entreprises, c'est qu'elles ont commencé à avoir beaucoup de mal à avoir de la vision, et la vision pour une entreprise, c'est sa capacité stratégique, et on voit dans certains secteurs d'activité, je pense par exemple au tiers secteur culturel, à certaines activités d'éducation populaire ou même d'animation, on voit des entreprises qui se posent la question de leur durabilité. Si juste une donnée, on a commencé à investiguer le sujet avec notre observatoire régional de l'ESS. Si on fait une comparaison de l'emploi entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, donc ce qui correspond à la première vague de la situation de pandémie, on s'aperçoit que globalement, l'emploi dans les entreprises de l'ESS a baissé de 3%. Il a mieux résisté que le reste des entreprises privées du territoire, puisque elles, leur baisse d'emploi est à plus de 4%. Et l'autre constat, c'est que l'emploi qui s'est détérioré le plus dans nos entreprises est dans le secteur associatif. Les entreprises coopératives et mutualistes du territoire ont mieux préservé leurs emplois. Et donc, en fait, le constat général, maintenant qu'on est dans ce troisième confinement, ce qu'on entend le plus, c'est la grande incertitude sur l'avenir et le manque de visibilité à moyen terme, à la fois en conduite de développement des projets et également un manque de visibilité, de vision sur la capacité financière
de l'entreprise à résister à la période. Alors, c'est vraiment sur ce dernier constat-là qu'on a pris l'initiative avec le groupe Aesio, donc avec vous, et également avec le French Impact, d'essayer de mettre en place en région Provence-Alpes-Côte d'Azur alors j'aime pas le mot dispositif, en fait une démarche qui permette d'apporter aux entreprises de l'ESS une solution qui leur donne un peu plus de prospective et qui leur permette justement de réinvestir des sujets qui sont des sujets de construction, de vision et d'avenir. Et donc on vient de lancer il y a 3 semaines, si mes souvenirs sont bons en termes calendaires, notre démarche qu'on a appelée hashtag ESS Relance. La démarche consiste en fait à se dire qu'aujourd'hui, au travers de toutes les mesures nationales et européennes qui sont mobilisées pour la relance des entreprises, il y a des opportunités importantes pour les entreprises de l'ESS. Opportunités d'autant plus importantes que le sujet, certains sujets de ces dispositifs liés au plan de relance sont sur des thématiques où les entreprises de l'ESS sont souvent innovantes. Alors souvent innovantes sur ce qu'on appelle le premier ou le dernier kilomètre de la chaîne de valeur des secteurs d'activité en question, mais elles sont souvent à la pointe de la prise d'initiative. Et donc, la démarche qu'on lance en région autour de hashtag ESS Relance consiste d'une part à monter un dispositif d'information et de communication sur toutes les opportunités qui peuvent être saisies dans le cadre du plan de relance, en venant en fait le plus possible chercher à traduire l'information sur les plans de relance, les calendriers des différents appels à projets qui peuvent être saisis par les entreprises. Et ensuite, on a décidé de monter en fait de séminaires thématiques qui s'organiseront en 2021 et en 2022 pour permettre aux entreprises de l'ESS qui seraient intéressées par ces thématiques de se saisir en fait des opportunités à venir dans le cadre du plan de relance. Et donc les trois thématiques qu'on a retenues sont celles de l'alimentation durable, de l'économie circulaire et du tourisme durable. Donc dans les prochains mois, ces 3 séminaires seront ouverts à l'ensemble des entreprises de l'ESS pour qu'elles puissent venir partager avec nous à la fois les champs d'expertise qui sont à mobiliser sur ces thématiques et envisager, étudier comment elles pourraient répondre sur ces thématiques aux opportunités du plan de relance qui vont se traduire essentiellement par des appels à projets. Et le dernier élément de notre projet hashtag ESS Relance, de l'information, des séminaires thématiques, c'est la constitution en région. Alors, on a utilisé un anglicisme. On a créé ce qu'on a appelé une task force qui va réunir des partenaires avec des qualités différentes pour que cette task force, en fait, quand elle reçoit la manifestation d'intérêt d'une entreprise de l'ESS à se positionner sur un appel à projet du plan de relance sur les trois thématiques que je viens d'évoquer, cette task force puisse se poser la question de comment je peux appuyer, accélérer, faciliter le positionnement de l'entreprise dans sa démarche de réponse aux appels à projet. Et donc, la task force sera pilotée par le French Impact, Aesio et la CRES. Et d'ores et déjà, elle a reçu dans notre région le soutien et la mobilisation des partenaires suivants, donc la région Sud, l'ADEME, Marseille Solutions, qu'on retrouvera dans quelques instants sur la table, France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur, Intermed avec la fabrique à initiative, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'agence de développement Rising Sud, vous savez, en région, c'est l'agence qui gère ce qu'on appelle les OIR, les opérations d'intérêt régional, la préfecture de région, puisque on a pour interlocuteur ce qu'on appelle les préfets de relance pour venir travailler sur les questions
des dispositifs du plan de relance. Et enfin, la Banque des territoires, qui est un partenaire incontournable aujourd'hui pour notre champ. Voilà, Samira. C'est quelques éléments de réponse à ta question. Merci beaucoup, David. C'est très clair. Enfin, ça plante les grandes ambitions du dispositif. Donc, ESS Relance en PACA, je le rappelle pour nos participants. Et vous trouvez plus d'informations sur cette démarche sur le site du French Impact, donc www.lefrenchimpact/ESS Relance. Et seront mises au fil de l'eau les informations sur les groupes thématiques à venir. Donc, les calendriers avant tout, et puis tous les outils mobilisables en conclusion des travaux. Merci beaucoup, David, pour ton intervention. Je vais à présent m'adresser à Jean-Baptiste Ruffac. Jean-Baptiste, vous êtes ambassadeur du mouvement Impact France en PACA, qui représente donc les entrepreneurs sociaux. Est-ce qu'en préambule, vous pouvez compléter sur le volet entrepreneuriat social le propos de David et nous dire quels sont les principaux besoins qui vous sont montés par vos adhérents et les enjeux qui sont en présence et comment est-ce que vous pensez, vous pouvez y répondre pour les permettre notamment de davantage s'inscrire dans la relance économique. Tout à fait. J'ai fait une réponse un petit peu conjoncturelle et structurelle pour compléter ce qu'a dit David. Avant de commencer, je me présente rapidement. Donc, je suis cofondateur d'une entreprise sociale dans le tourisme durable qui est en cours de lancement, qui s'appelle Tous en Biclou, qui va proposer du tourisme à vélo sur Marseille et en Provence, dans l'objectif de contribuer à la décarbonation du secteur et de nos territoires. Et aujourd'hui, je vais plutôt m'exprimer avec la casquette d'ambassadeur du Mouvement Impact France, enseignement Move, Mouvement d'entrepreneurs sociaux, qui a changé de nom il y a 6 mois, qui est un mouvement qui fédère et représente plus de 3000 dirigeantes et dirigeants d'entreprises sociales. Alors, nous, les besoins qu'on a eus qui sont remontés, ils sont évidemment pluriels et multiples pour aller vers la transition écologique et sociale de l'économie locale. Mais nous avons essayé de les synthétiser autour de nos enjeux communs, justement, à l'échelle régionale ces dernières semaines. Le tout en se posant la question suivante, comment mettre l'impact social et environnemental au cœur du développement économique régional. Alors, nous, d'abord, on part d'un constat que notre époque nous demande de réinventer la façon dont nous faisons économie autour d'une tendance claire, que notre modèle économique actuel produit toujours plus d'inégalités et de fractures dans notre société d'une part, et d'autre part, qui met en péril l'habitabilité de notre planète à moyen terme. Là-dessus, j'ai écouté David tout à l'heure et je rejoins bien évidemment ce qu'il disait sur les difficultés conjoncturelles en ce moment pour prendre des décisions et avancer dans le brouillard de la conjoncture externe, mais j'ai choisi plutôt de parler de 3 points, 3 besoins plus structurels qu'on a mis en avant. Le premier, on a eu beaucoup de retours sur le besoin d'orienter en fait les marchés publics autour d'indicateurs sociaux et écologiques clairs afin de profiter du plan de relance pour faire un effet levier et surtout de montrer l'exemple pour le reste des marchés. Et nous, de manière très concrète, on propose que la commande publique favorise l'économie à impact avec notamment une attribution de marché à montant respectant les seuils suivants, 100% des appels d'offres incluant des clauses sociales et solidaires, 25% des achats des collectivités en produits recyclés ou réutilisés, 20% minimum de chaque marché qui doit être réalisé par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, 10% de la note conditionnée à des critères d'impact écologique et social précis tels que ceux que nous on a présentés dans l'Impact Score que je vais vous présenter ensuite si j'ai le temps, et enfin la valorisation systématique des entreprises ayant l'agrément ESUS. Donc voilà, l'objectif d'orienter massivement l'ensemble
ces marchés publics du territoire sur des entreprises engagées dans la transition écologique et sociale. Et en parallèle de ça, on propose aussi de mettre en place des formations pour les élus et les techniciens en charge de la commande publique, parce que c'est parfois un frein très technique, mais extrêmement bloquant d'expérience, parce qu'il y a beau avoir le tech qui correspond, si derrière on n'a peut-être pas eu la formation qui permet de le mettre en place, c'est très très bloquant. Donc on insiste aussi beaucoup là-dessus. Ensuite, on appuie sur un besoin d'accompagner l'évolution des emplois et de la formation aux enjeux de la transition sociale et écologique sur le territoire, avec des liens nationalement, bien évidemment. Donc là, il s'agit d'accélérer l'orientation, la formation initiale et continue aux enjeux, compétences et métiers de la transition écologique et sociale, dans l'objectif en fait d'être prêt à toutes les nouvelles compétences qu'on va devoir avoir, qu'on a déjà besoin aujourd'hui, d'avoir le logiciel intellectuel pour pouvoir être à la hauteur des urgences sociales et environnementales. Et un troisième point qu'on a mis en avant, qui est un petit peu plus classique, c'est un travail sur les besoins fonciers pour les entreprises du territoire, où nous proposons notamment de favoriser l'accueil des entreprises à impact et leur dédier 20% des locaux professionnels gérés par les collectivités de façon directe ou indirecte, par exemple les bureaux, les pieds d'immeubles ou les pépinières. Voilà, c'est les trois besoins que j'ai choisi aujourd'hui de manière non exhaustive de mettre en avant, qui nous ont été remontés dans le travail de remontée qu'on a fait ces dernières semaines. Non exhaustif, on n'en doute pas dans la période. Et justement, par rapport à ces trois besoins, mais au-delà que vous nous partagiez, Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Mouvement Impact France accompagne, répond à ces besoins, et plus largement, comment est-ce que votre mouvement s'inscrit dans l'ambition d'une ESSisation de l'économie? Et vous citiez... je vous laisse illustrer. Alors nous, on a développé un outil il y a à peu près 6 mois, qui est vraiment entré en action il y a 3 mois, qui s'appelle l'Impact Score, en fait, qui est un outil de scoring qui nous permet d'évaluer un petit peu de manière un petit peu plus concrète la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés au sein du mouvement. Et c'est un outil en fait qu'on a envie de développer au-delà du mouvement, justement dans le cadre des marchés publics. Pour reprendre un petit peu dans l'ordre, en fait, on est parti d'une étude qui nous montrait qu'on avait 88% des entreprises qui souhaitaient opérer un changement de modèle et s'engager dans leur transformation, mais en face, la BPI qui nous disait qu'il y avait en France seulement à peu près une vingtaine des PME qui avaient entrepris une démarche structurée dans un plan d'action précis dans ce cadre-là. Du coup, on s'est réunis avec nos partenaires de la coalition Nous Sommes Demain, qui rassemble à peu près 300 000 structures à France, pour encourager la création en fait d'un référentiel commun de base commune ensemble pour toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, en vue d'éviter justement le social et le greenwashing, et d'accompagner les entreprises vers des bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, de pousser vers ce mouvement-là, étape vers étape. Aujourd'hui, on a développé une première version de cet outil qui est dédiée aux entreprises de plus de 50 salariés, et nous développons en ce moment une version adaptée aux structures de 50 salariés. Pour le moment, nous utilisons cet outil dans le cadre des candidatures d'adhésion à notre mouvement, mais en fait l'idée et ce qu'on aimerait avec nos partenaires, c'est qu'il devient, en tout cas son concept, un outil de transformation de l'économie française au service des collectivités et des citoyens, comme je le disais. L'objectif, en fait, ça serait qu'il soit un outil, par exemple, de conditionnalité des marchés publics pour aider la collectivité là-dessus. Et si on va un petit peu plus loin, l'idée, c'est que donc toutes les entreprises bénéficieraient d'un score global et par thématique. Et quand les résultats seraient inférieurs à un seuil minimum défini,
ces structures devraient engager en fait un processus de transformation sous 3 ans, par exemple, sous peine de sanctions financières. Et cet index devrait être publié de manière obligatoire et permettrait justement vraiment qu'il y ait un vrai fléchage des marchés publics avec un outil un petit peu plus structuré et plus ouvert. Alors, j'ai peut-être pas répondu à la première partie de la question. Non, mais c'était très clair, Jean-Baptiste. L'idée, c'était de voir la façon dont l'outillage, l'accompagnement développé par Impact France pouvait contribuer à développer et à rendre l'économie régionale encore plus riche en initiatives issues de l'ESS. C'était très clair et j'imagine que de toute façon, on peut retrouver l'Impact Score et ses détails sur votre site internet. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'invite les participants à s'y rendre pour mieux comprendre comment fonctionne cet outil qui est un étrier donc vers des pratiques plus responsables et socialement et écologiquement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour votre intervention. Avant de donner la parole à Daphné, je rappelle juste à l'ensemble de nos participants qu'ils peuvent poser leurs questions tout au long de nos échanges. On se laissera 10 minutes à la fin de l'atelier pour y apporter des réponses. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On les note, on les garde de côté et on y donne des réponses à la fin. J'accueille Daphné Charveria de Marseille Solutions. Merci. Bonjour. Bonjour et merci Daphné pour votre présence. Vous êtes donc entrepreneuse au sein de Marseille Solutions. Alors, Marseille Solutions, vous nous en direz sûrement un mot en introduction, a à cœur de partir des dynamiques territoriales pour voir comment est-ce que tout l'écosystème et l'accompagnement nécessaire peut se greffer pour adresser cette problématique. Est-ce que Daphné, vous pourriez nous compléter, vous qui connaissez ce terreau, nous compléter quels seraient les enjeux à adresser pour que l'ESS devienne une réalité plus grande dans l'économie régionale? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut parfaire? Et qu'est-ce qui marche pour que l'ESS grandisse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Ok, merci Samira pour votre invitation. En 2 secondes, donc Marseille Solutions, c'est quoi? C'est on va dire une philosophie. Nous, on imagine, on construit, on déploie des solutions qui répondent à des enjeux sociétaux ou environnementaux à Marseille. On essaye d'identifier des trous dans la raquette et on met des acteurs autour de la table, un peu comme nous aujourd'hui, et aussi des acteurs en fait qui n'ont pas l'habitude de se parler. On essaye de créer un climat de confiance pour trouver des solutions nouvelles à des enjeux ancestraux. Et par solution, on entend quoi? Des entreprises à impact, de l'innovation sociale, des nouvelles politiques publiques-privées. En fait, on n'a pas de restriction de thème. Et je pense qu'à Marseille, il y a tellement de problématiques qu'on a pas mal d'avenir devant nous. Pour répondre à votre question, je n'ai pas la réponse à toute votre question parce que ça serait quand même assez ambitieux. Mais je crois qu'en fait, pour mettre en valeur des projets de SS, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à Marseille, il y a déjà énormément de projets, en fait, quoi. Donc, la première chose à faire, et ça, je reprends un peu les propos de Jean-Baptiste Michel qui disait qu'il faut inspirer de nouveaux secteurs. En fait, pour faire ça, il faut déjà valoriser tout ce qui existe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, à Marseille, il y a déjà énormément d'acteurs hyper inspirants actifs dans le domaine de l'économie solidaire et sociale. Et moi, si je devais prendre un axe, si j'avais une baguette magique et que je devais faire un coup de projecteur sur tous les acteurs de l'ESS, je me focaliserais un peu sur les lieux totems. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'en tout cas dans les territoires nord, parce qu'on ne parle pas de quartier nord, dans les territoires nord, il y a énormément de lieux qui symbolisent l'innovation sociale. Donc je pense, j'ai une carte devant moi, là, vous ne pouvez pas très bien voir, mais je vais vous en lire quelques-uns. Cette carte, elle a été imaginée par Nicolas Détry de Yes We Camp. Et parce qu'on s'est dit au fur et à mesure des ateliers qu'on a animés ensemble que en fait, les gens fonctionnent un peu en silo et qu'on aurait beaucoup à gagner en tout cas de mettre tous les acteurs autour de la table et les valoriser pour inspirer ceux qui ne sont pas encore dans l'ESS
ou qui ont des préjugés, en tout cas, sur tous ces acteurs-là, on a intérêt à irriguer, à faire connaître. Et il y a des gens très bien qui le font de plus en plus. Je pense au magazine So Good, c'est un magazine à impact, en fait, qui relève des initiatives à impact, qui était à Marseille dernièrement. Je pense aussi au magazine Marseille Média, qui fait super bien ce job. Et il y a des projets très différents. C'est ce que disait David tout à l'heure. En fait, il y a une pluralité des acteurs de l'ESS qui est complètement dingue. Si je dois vous citer 5 lieux qui n'ont rien à voir, je peux vous parler de l'Épopée. C'est un lieu qui vient d'ouvrir du côté de Sainte-Marthe dans le 15e, qui est dédié à l'innovation éducative et qui accueille autant des gens du e-gaming que des start-upers, que des centres sociaux. Donc tout ça dans la même maison et qui vont créer une super énergie. Et dans ce lieu-là, on imagine créer par exemple une formation qui s'appellerait transformateur public pour accompagner justement et continuer à vulgariser autour de l'ESisation. Je pense aussi bien sûr à Foresta, qui est un lieu assez fou, qui est sous les grandes lettres de Marseille, pour ceux qui connaissent, et où c'est un espèce de terrain vague, mais avec un potentiel de dingue. Je pense à Coco Velten, je pense à la friche de la Belle de Mai, en fait, il y a déjà pas mal de lieux qui rayonnent sur notre territoire, au national et à l'international, et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Et moi, j'ai envie que de plus en plus, on fasse des voyages exploratoires, où déjà, au sein de notre territoire, on aille se visiter les uns les autres pour découvrir ce qui s'y passe, et qu'on mutualise un peu nos forces. Donc ça, c'était mon premier enseignement, c'est de dire, il y a déjà plein d'acteurs sur le territoire qui font des projets canons et assez inspirants et assez avant-gardistes. Donc, on peut continuer à ESSiser, mais partons déjà de ce qui existe, parce que c'est déjà très inspirant. Donc là, je disais Coco Velten, il y a Déviation. Ce matin, on était au cloître pour un événement physique. Et là, je te rejoins, Jean-Baptiste, on a hâte de se voir, parce que ce matin, on était en physique avec un certain nombre d'acteurs et on s'est vus, et ça fait du bien aussi. Pour développer l'ESisation, je crois qu'il faut vraiment casser un peu ces clivages, casser les préjugés, créer un espèce de climat de confiance. Enfin, je pense que c'est hyper important de créer comme ça un écosystème favorable à l'ESS. Ce qui est génial, c'est qu'on voit depuis quelques années, quelques mois en tout cas, de plus en plus de représentants de l'ESS qui sont aussi dans les collectivités. On voit pas mal d'élus, que ce soit au sein des quartiers de Marseille ou à la mairie centrale. Récemment, il y a Éric Semerdio, en fait, qui représente en tout cas l'innovation sociale au sein des collectivités. Et comme disait Nicolas de Bézieux là, dans le petit film de Raikop, que vraiment hyper inspirant, je crois vraiment que l'intérêt général, c'est l'affaire de tous, et que c'est autant l'affaire des citoyens, des entreprises, des collectivités, et c'est ensemble qu'on ira plus loin. Bon, évidemment, vous connaissez tous cet adage-là, mais je pense que quand on l'incarne avec soit des lieux, soit avec des personnes, en fait, qui ont envie vraiment que cette démarche soit démultipliée, ça va nous aider, en tout cas, tous ensemble, à ESSiser les acteurs qui sont pas encore convaincus, mais on sent qu'ils sont de plus en plus convaincus, en tout cas, et que, quelque part, ceux qui n'étaient pas dedans nous regardaient avec un petit regard mi-envieux, mi-sceptique, et que les choses sont un peu en train de changer. Et je vois des acteurs un peu ancestraux, des acteurs de développement économique, qui ne voyaient pas, jusqu'à il y a quelques années, en tout cas, l'intérêt de travailler avec nous. Et de plus en plus, je vois en tout cas que les regards sont en train de changer. Et on s'aperçoit qu'il y a un vrai mouvement. Donc moi, j'ai qu'un vœu pieux, en tout cas, c'est de mettre en lumière tout ce qui existe déjà, par meilleure communication, par du lien, en tout cas, entre tous ces acteurs-là. On a en tête, je suis dans ma lancée, hein, Samira, donc tu me dis si tu veux que je me coupe, mais je me dis aussi que il y a un projet... C'est très, mais je me dis que justement, tu es en train d'illustrer à travers le propos. Je me demandais si tu avais des exemples, voilà, aussi inspirants que ceux que tu citais sur, voilà, est-ce que l'ESSisation, c'est quelque chose qui se déroule à Marseille? Est-ce qu'on voit l'ESS sortir un peu de sa zone de confort pour aller vers... C'est intéressant, je t'en prie.
Alors en fait, ce qui est hyper intéressant à Marseille, c'est que quelque part, il faut savoir que historiquement, c'est une ville qui est très solidaire. Il y a déjà une forme d'initiative partout dans les quartiers autour de l'entraide, la solidarité, et le milieu associatif, je dirais ancestral, est déjà très présent. Donc déjà, on a un terreau qui est favorable avec une culture assez spécifique. Maintenant, il y a de nouveaux acteurs de l'ESS qui arrivent, des franchises nationales, des startups sociales. Et donc, il faut aussi créer un climat de confiance entre ces deux typologies d'acteurs qui œuvrent avec la même énergie pour avoir un impact et changer la vie des Marseillais profondément. Mais on va dire que c'est pas exactement la même posture, c'est pas la même logique. Donc là, il y a un vrai travail d'ancrage, de bienveillance, de créer une espèce de climat de confiance pour que des nouveaux arrivants, des nouveaux acteurs qui viennent d'autres villes de France viennent se développer à Marseille. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au départ, Marseille, c'était pas la ville la plus plébiscitée dans l'ESisation. C'est-à-dire que quand un projet fonctionnait très bien, par exemple à Paris, il a envie de se développer à Lyon, à Nantes, à Lille. Et là, on dirait qu'on est dans une espèce de deuxième vague où maintenant Marseille commence à devenir une ville hyper intéressante. Et on voit plein d'acteurs qui arrivent tous les jours pour développer leur franchise, entre guillemets, sociale ici. Donc évidemment, on sent cette énergie-là. Moi, je le vois tout le temps maintenant dans chacune des visios. Il y a des néo-arrivants qui veulent venir s'installer à Marseille. Et ils viennent aussi avec leur énergie, leur matière grise et les projets aussi qu'ils ont déjà testés ailleurs. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, moi, je suis témoin de ce terreau qui est en train de se développer et d'accueillir des nouvelles structures. Donc tant mieux. Je pense que le contexte actuel, la pandémie, le Covid aussi a fait prendre conscience à plein de gens au niveau national, mais aussi à Marseille, qu'il fallait compter sur les acteurs de l'ESS parce que, évidemment, enfin pas évidemment, mais plus agile, hyper concret, connecté à la réalité du terrain et qu'il fallait maintenant fabriquer des énergies ensemble. Et on a lancé, nous, chez Marseille Solutions, un programme d'implantation pour aider justement soit les acteurs à venir sur le territoire et à les aider à rentrer en contact pour ne pas répliquer un projet qui existe ailleurs, mais l'adapter, entre guillemets, au contexte un peu différent qui est Marseille. Et également identifier, ce que je disais tout à l'heure, des trous dans la raquette. L'idée aussi, c'est de se dire qu'à Marseille, il y a encore des problématiques et il faut qu'on aille chercher des acteurs ailleurs qui vont remplir et qui vont compléter, on va dire, l'offre de services au niveau local. Donc moi, je suis hyper enthousiaste et positive en me disant qu'il y a vraiment en ce moment une prise de conscience au niveau autant des pouvoirs publics que des travailleurs sociaux et qu'ensemble, on va réussir à franchir un cap. Donc bravo de soutenir ce mouvement et je pense qu'on en a besoin parce que c'est pas si facile que ça. Merci beaucoup, Daphné, pour ces illustrations dynamiques, inspirantes et qui montrent bien qu'en effet, l'ESSisation est déjà en marche et qu'il nous appartient et aussi à vous, acteurs régionaux, d'y travailler pour mieux mettre en visibilité ce qui se fait déjà de bien et l'accompagner pour grandir. Merci. On va passer au temps de questions-réponses. Tous nos intervenants sont là. On a reçu une question de Robert Sola, président de la maison intercommunale Sport Santé. Les associations investies dans l'ESS, notamment sur le social et la santé par le sport, peuvent-elles attendre des aides financières en provenance du programme de relance nationale ou régionale? Sont-elles considérées comme des TPE car il semble qu'elles ne font pas partie du plan de relance national? Je peux peut-être répondre. Je t'en prie, Jean-Baptiste. En fait, je vais répondre de manière un peu générique, mais je laisserai David éventuellement compléter ou les autres intervenants sur le dispositif local. Alors, à ma connaissance, je peux me tromper, mais le plan de relance n'est pas réservé aux grandes entreprises, bien au contraire. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il faut distinguer ce qui est de l'investissement vis-à-vis des aides d'urgence. Le plan de relance qui a été voté au niveau européen et qui après est décliné au niveau local, etc.,
pour partie est un peu sur le même fonctionnement, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre uniquement de l'argent en cash dans les structures pour pouvoir assurer leur survie. Il peut y avoir des dispositifs particuliers qui existent, et notamment le ministère de l'ESS a mis en place un certain nombre de mesures liées à l'urgence. Je crois qu'il y a un dispositif qui s'appelle Urgence ESS, mais si on parle du plan de relance proprement dit, il y a souvent des dispositifs qui sont principalement des dispositifs qui sont liés à la question des investissements. Après, sur la question des sujets et des thématiques, on a initié une démarche qui est de se dire il y a 100 milliards sur la question du plan de relance. Ces 100 milliards, c'est des annonces qui ont été faites par le gouvernement qui couvrent un certain nombre de thématiques, y compris d'ailleurs le secteur de la santé. Et ces 100 milliards, ils vont être déclinés progressivement par des appels à projets, parfois par les ministères, parfois par des opérateurs, parfois par les régions, etc., etc. Donc, on est vraiment au début. C'est le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'on est vraiment au début de la démarche. David parlait de la question des préfets à la relance qui sont sur chacun des territoires. Donc, tout ça est en train d'être mis en place. Donc, vraiment, l'information qui est importante, c'est de se dire, c'est comment on va réussir à connecter les structures de l'ESS par rapport aux dispositifs dans lesquels ils seront éligibles. Parce que sur les 100 milliards, la ministre avait communiqué sur le fait qu'il y avait 1 ou 2 milliards, je ne sais plus exactement, qui étaient dédiés à l'ESS, mais c'est parce que c'est fléché vers ce secteur-là. Après, sur les 99 milliards restants, il n'y a pas de raison que les structures de l'ESS soient exclues. Donc, le dispositif qu'on a monté, et peut-être pour anticiper peut-être un certain nombre de questions, on n'a pas toutes les réponses à vous apporter aujourd'hui parce que des projets, il y en a plein qui ne sont pas encore sortis. Et donc, vraiment, le dispositif qu'on a monté, il est là pour vous donner l'information en temps réel et éventuellement de vous accompagner sur des dispositifs qui sont plus particuliers, qui sont ceux qu'a pu dire David en fonction des priorités territoriales. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, bien sûr, à être abonné à la newsletter de la CRES, etc. Et puis, on va communiquer avec la CRES pour vous informer et vous donner des points d'information, des réunions, etc. Mais aussi aller voir en permanence sur la question de ESS ESS Relance, qui est le site de French Impact, et puis aller aussi sur les sites des ministères qui présentent l'ensemble des dispositifs. Voilà. Donc, on ne va pas pouvoir, je pense, répondre à chaque question qui concernant chaque dispositif et chaque secteur, mais voilà, je pensais que c'était important de vous rappeler un peu le cadre général. David, peut-être, tu veux compléter ? Oui, mais par une chose très simple, en fait. Juste dire que la logique du plan de relance, c'est pas de se dire parce que j'ai telle qualité par mon métier, par mon statut juridique, que je vais recevoir une aide du plan de relance. Le plan de relance, c'est des priorités arrêtées au niveau européen et national sur des filières qui apparaissent pour la France, enfin, je vais le dire comme ça un peu, stratégiques. Après, on est d'accord, pas d'accord, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais donc, ce qui est en jeu sur la capacité à capter à un moment des appels à projets du plan de relance, c'est la capacité à faire projet. Et souvent à faire projet en coopération, parce que la capacité de mobilisation de cet appel à projet va se jouer certainement sur des effets de taille critique. Et la taille critique pour les entreprises de l'ESS va se trouver dans la coopération et la collaboration en réponse conjointe à ces appels à projets. C'est pour ça que ce qu'évoquaient Daphné et Jean-Baptiste est important, c'est de comprendre que en fait, c'est dans la collaboration d'un écosystème sur un territoire que les choses vont se gagner. Et c'est là que c'est la capacité à nos entreprises à faire intelligence ensemble sur ces opportunités qu'on gagnera, j'espère, quelques milliards au profit des entreprises de l'ESS. Mais il faut sortir du réflexe de se dire parce que je suis une entreprise associative avec tel métier, je suis fléché sur le plan de relance. C'est pas l'objet. Je le regrette, mais c'est juste, c'est pas comme ça qu'on pourra avancer. Par contre, je pense, prenons un exemple sur la maison intercommunale sport santé, il y a peut-être des dynamiques sur le territoire
de l'entreprise, sur lequel on va pouvoir se mettre en coopération avec d'autres acteurs. Et à l'agenda, on sait que d'ores et déjà, il va par exemple y avoir un projet un appel à projet sur ce qu'on a appelé les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique. Et il se peut que, du coup, il y ait une opportunité à répondre collectivement sur cet appel à projet PTCE. Et là, on pourra développer des activités de la maison intercommunale sport et santé. Mais il faut prendre en compte cette logique, qui est une logique vraiment projet. Elle ne répond pas à nos besoins structurels, hein, on est bien d'accord, mais c'est encore là aussi un autre débat. Il y a en effet, Jean-Baptiste le disait, la complémentarité entre urgence ESS et la relance via les investissements. On arrive à la fin du workshop. Juste un micro-mot, mais vraiment micro-mot. Il y a un site internet qui s'appelle urgence-ess.fr, notamment pour les entreprises en difficulté de 1 à 10 salariés de l'ESS. Donc là-dessus, ça peut aussi répondre à un certain nombre de besoins. Je vais juste passer la parole à Jean-Baptiste Ruffac pour rebondir sur un commentaire, si vous le voulez bien. On a France Nature Environnement PACA qui regrette que le plan de relance régional ne tienne pas assez compte des enjeux de préservation de la biodiversité. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Baptiste, vous qui êtes sur des sujets de mobilité durable? Moi, je voulais juste dire que je suis complètement d'accord avec vous. En fait, nous, on porte un plaidoyer depuis le mois de juin pour qu'il y ait des conditionnalités sociales et écologiques au sein des plans de relance nationaux, régionaux, locaux, pour profiter en fait de cet événement financier inédit pour en faire un plan d'avenir et de résilience sociale et environnementale. D'autant qu'on sait aujourd'hui que le coût chiffré actuel du changement climatique est bien plus élevé que le coût de la crise Covid. Mais bon, vous l'avez remarqué, on n'a pas trop été entendu, ni par les collectivités nationales, ni par les collectivités régionales avec qui on a pu avoir des échanges. Mais sachez qu'on continue à pousser pour. Et voilà, donc si vous voulez, on pourra en discuter ensuite. Voilà pour des éléments de réponse à nos participants que je remercie vivement pour leur présence à notre workshop. Ça a été un plaisir. Merci à chacun de nos intervenants. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets et j'invite l'ensemble des participants à venir prendre part aux différentes initiatives qui ont été détaillées là, notamment sur l'expérimentation ESS Relance PACA. Merci encore à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.